Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons toujours de la République démocratique du Congo et du conflit des facilitateurs nommés par les chefs d'État de la SADC et de l'EAC. Et pour ce sujet, nous avons été rejoints sur ce plateau par Maoulolo Samson Alidjar, journaliste et analyste politique. Bonsoir Samson et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs et merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous de nous avoir rejoints. Alors, les chefs d'État de la SADC et de l'EAC ont nommé un trio d'anciens dirigeants africains pour initier un nouveau dialogue dans la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de l'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta, de l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo et de l'ancien premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, qui entre-temps a été président des 6 de l'Union africaine et qui on connaît en tout cas pour sa manière de gérer certaines crises. C'est ce trio qui sera chargé de lancer maintenant les négociations entre la RDC et toutes les parties prenantes de ce conflit dans l'est du territoire congolais. À noter que l'initiative que pilotait l'Angola, le président angolais a dû prendre une pause pour s'occuper de ses nouvelles fonctions à l'Union africaine, et c'est ce trio qui continuera. Donc le travail, la tâche sera-t-elle facile pour ces trois anciens dirigeants africains dans l'approche pour une solution dans la crise dans l'est de la République démocratique du Congo? Nous nous interrogeons, et c'est justement la question que je m'en vais vous poser. Olusegun Obasanjo et Uhuru Kenyatta et Desalegn, vous les connaissez du moins quelques-uns parmi eux, vous les avez vus à l'œuvre. Est-ce qu'ils sont les personnes les mieux placées pour tenter de trouver une solution dans la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, Clédo? Je dirais que les responsables de la SADC et de l'EAC ont vu juste en confiant cette lourde responsabilité à ce trio de facilitateurs africains, parce que l'objectif principal, c'est de parvenir à dérouler un processus de paix dans l'est de la RDC. Un trio de facilitateurs africains avec un objectif à trois branches. Parce qu'ils auront ce devoir d'arriver à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Oui. Donc ça, c'est la première branche. Ce que les chefs d'État avaient réclamé, mais qui n'a pas été effectif. Donc ils vont remettre cela au goût du jour pour essayer, avec leur qualité de facilitateur, de négociateur, de médiateur, parvenir à solutionner cette première branche de cet objectif. La seconde branche, c'est arriver également à domicilier l'accès à l'aide humanitaire. Et la dernière branche, c'est notamment la sécurisation de l'aéroport de Goma. Donc voilà, ce trio, on les connaît tous, ils ont eu à faire leur preuve. Le président, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, je crois qu'il s'est spécialisé dans les médiations, et en tant que ancien corps habillé, je crois qu'il saura mesurer tous les contours de cette crise dans l'est de la RDC et essayer d'apprécier les forces et les faiblesses des forces qui sont en conflit, notamment la RDC et le M23. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir, disons, leur examen? Je dis, ils vont essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que il y a l'ancien premier ministre éthiopien aussi qui s'est ajouté à l'ancien président kenyan, je crois que c'est ça, Kenyatta. Donc, je crois que Kenyatta a déjà quelques outils et quelques aspects très importants dans ce conflit ou bien dans cette crise. Donc, je crois que la fusion, ou bien la connexion de ces trois énergies va faire, je suis optimiste, pour que les lignes puissent rapidement bouger et parvenir à des accords. Vous savez, si les premiers responsables de la SADC et puis de l'AEC sont arrivés
à remodeler ce trio de facilitateurs, c'est parce qu'ils avaient espéré que le sommet du 8 février dernier, qui s'est tenu en Tanzanie, pouvait jeter de bases assez solides. Mais c'est vrai que nous étions sur ce même plateau, il y avait un peu de pessimisme pour que sur le sujet, on croyait que les protagonistes allaient, disons, dignement faire le déplacement de Dar es Salaam pour qu'ils puissent échanger de vive voix sur les difficultés, sur les divergences de point de vue. Mais la déception est venue beaucoup plus de la part du président de la RDC, Tshisekedi, parce que c'est lui qui est malmené aujourd'hui par le M23, même si on dit que derrière le M23, on a un certain pays comme le Rwanda, c'est son territoire qui souffre. Donc la moindre des choses, c'est qu'il puisse faire ce déplacement. Mais nous ne sommes plus au 8 février. Ce qu'on va dire, c'est qu'il faut que ce trio africain, avec cet objectif à 3 branches, puisse réussir convenablement cette mission. Donc je ne désespère pas. Je mise sur les capacités de facilitateurs de médiation de ces 3 personnalités. Merci beaucoup à vous, Cré de Tété. Vous avez donc espoir que cette médiation qui sera conduite par ces 3 anciens et dirigeants africains puisse porter fruit. On reviendra tout à l'heure pour voir d'autres aspects de cette question. Louis Kamako, les chefs d'État de la SADC et de l'EAC ont désigné 3 anciens dirigeants africains pour mener le dialogue dans l'Est de la République, dans la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, les 3 personnalités, vous les avez nommées tout à l'heure. Je crois que leur point commun, c'est que les 3 auront pour langue d'outil l'anglais. Parce qu'on parle d'Éthiopie, du Nigeria et du Kenya. Ils auront pour point commun l'anglais. Ça veut dire que la barrière linguistique, au moins, il n'y en aura pas. En tant qu'ancien dirigeant, je pense que ça ne devrait pas poser problème. Je ne pense pas que tous les dirigeants sont polyglottes, en fait. Ça, pas forcément, mais... Tous ne sont pas polyglottes. Ils les interprètent. Oui, oui. Mais parfois, l'interprète aussi, c'est pas le meilleur outil. Hein. Bon, revenons au sujet. Donc, je crois que c'est le seul point commun, sauf que quand je vois un peu la RD Congo qui a 9 frontières, je ne retrouve aucun pays frontalier de la RD Congo, c'est-à-dire qu'aucun dirigeant d'un pays frontalier de la RD Congo qui va jouer le rôle de facilitation. Donc, c'est d'abord ma première analyse sur... Donc, c'est une bonne chose qu'on aille prendre des gens loin de la RDC. Je ne pense pas que c'est une bonne chose, parce que si je fais de telles analyses, je me demande est-ce que les facilitateurs en question maîtrisent bien aujourd'hui la situation, est-ce qu'ils connaissent bien le nœud en fait du conflit en fait. C'est pour ça que je dis que parmi les pays frontaliers, je ne trouve pas de dirigeant d'un pays frontalier, elle doit être des Congo, qui va justement jouer le rôle de facilitation. Alors, pour rappeler, par cas cela ne tienne, je crois que Credo l'a dit tout à l'heure, sur la capacité de facilitation ou bien de facilitateur de ces personnalités-là, je crois que l'ancien président nigérian, lui, il a été à l'étude, bien il a étudié la facilitation d'une manière ou d'une autre. Et on l'a vu à l'œuvre en 2005 ici au Togo, quand le président général Enyasingbe était décédé. Et donc quand son fils a pris le pouvoir, il y avait eu une crise en fait, il y avait une guerre froide à l'époque, et donc c'est lui qui a joué la facilitation. Et aujourd'hui, je pense que tous les Togolais peuvent justement faire le bilan de sa facilitation à l'époque. Si réellement la mission à lui confiée à l'époque a été une réussite, je pense que les Togolais au moins ils peuvent en témoigner. Donc c'est pour voir que c'est pour vous dire en réalité ce que attendent en fait les Congolais aujourd'hui. Si réellement ce sont les bons facilitateurs qu'ils ont en face, je crois que dans les jours à venir, nous le verrons. L'ancien premier ministre en fait de l'Éthiopie, je ne le connais pas assez. J'ai fouillé, j'ai pas trouvé assez d'informations sur son pédigré. Et donc je crois que on ne peut que le suspense pour le moment reste entier. Le suspense reste entier. Sauf que sur la question, ce qui peut être avantageux pour eux, parce qu'il y a déjà eu de prérequis, on sait à peu près en fait les intentions des uns des autres. Quand vous prenez par exemple le groupe comme même le M23, d'abord qui demande le départ des forces étrangères,
je crois que à ce dialogue-là, le M23 va vouloir coûte que coûte poser un préalable comme étant le départ des forces étrangères. Donc, pour des facilitations avisées, je pense qu'ils doivent normalement déjà commencer par anticiper sur des questions du genre. Ils doivent également ils peuvent déjà aussi anticiper sur les résolutions issues, en fait, du sommet conjoint de la SADC et de l'AEC. Parce qu'il y a eu beaucoup de résolutions là-bas. On a demandé le cessez-le-feu. On a demandé à ce que les enquêtes soient dirigées contre les violations flagrantes des droits de l'homme en Inde et Congo. Et on a souhaité que des poursuites judiciaires soient lancées contre en fait les premiers responsables du M23. Donc pour des facilitateurs avisés, je pense que le terrain, la voie, elle est balisée pour eux. Et je pense que même si ils n'ont pas l'expérience de la chose, en se basant justement sur ces prérequis, en se basant sur les conclusions en fait issues du sommet conjoint de la CEDEC et de l'AES, et justement en se basant sur la dernière sortie en fait du M23 qui demande en fait le retrait des forces étrangères, ils peuvent déjà commencer par anticiper sur la question et espérer un résultat potable. Merci beaucoup à vous, Louis et Kamako. Alors je viens à vous, Samson. Trois ex-dirigeants africains sont nommés par les chefs d'État de la SADC et de l'EAC pour mener les négociations pour trouver une solution à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Louis disait tout à l'heure qu'il n'a pas trouvé assez d'informations sur Haïlé Mariam Desalegn. Je rappelle qu'il a été Premier ministre éthiopien de 2012 à 2018 et également président en exercice de l'Union africaine entre 2013 et 2014. Donc il connaît bien la question congolaise en tant que président de l'Union africaine. Uhuru Kenyatta, qui a été dans le pays membre de l'EAC, sur les qualités, ses qualités de facilitateur. Ok, d'accord. Voilà. Uhuru Kenyatta également, qui a dirigé l'EAC en tant que président kenyan, il était président en exercice. Olusegun Obasanjo également, président en exercice de la CEDEAO. Je pense que tous, ils ont quand même eu l'opportunité de diriger des communautés. Quelle est la qualité, ou bien quelles sont leurs qualités de ça, on attendra de le voir. Par rapport au Premier ministre éthiopien, on sait que au cours de le temps qu'il a passé à la tête de l'Éthiopie en tant que Premier ministre, il a quand même pu maintenir le Tigray dans une position de non-guerre. La guerre n'a pas éclaté lorsqu'il était là. Donc, mais après lui, ce fut le déluge. Le déluge, justement. Donc, je ne sais pas ce qu'il proposait aux Tigréens à l'époque pour qu'ils soient calmes. Peut-être que c'est la même chose qu'il compte proposer maintenant au M23 et aux gens du Kivu. On ne sait pas. Mais moi, je ne vais pas partager l'enthousiasme de mon confrère Crido, parce que je pense que même si on ne peut pas prédire le futur, le passé en donne une bonne indication. Jusqu'aujourd'hui, nous avons une crise complexe et les protagonistes sont campés sur des positions. Aujourd'hui encore, le porte-parole du gouvernement congolais disait qu'il n'allait jamais négocier avec le M23 parce que selon eux, il n'y a pas de M23, il y a juste le Rwanda derrière. De l'autre côté, on a le président Kagame qui, ni chaque fois, est derrière le M23, mais qui affirme clairement avoir de la sympathie, pour le M23. Et ce monsieur, ce président, n'est pas sanctionné. Il n'est même pas question de le sanctionner pour le moment. En temps, il dit qu'il agit pour démanteler les réseaux des génocidaires, ou tout qui serait là-bas et qui vont l'attaquer. Et des fois, il va même jusqu'à dire qu'il veut protéger les Tutsis. Mais ce même monsieur dit que les Tutsis qui sont au sud Kivu, au nord Kivu, ne sont pas des Rwandais, mais sont des Banyamulenge, c'est-à-dire des Tutsis congolais. Donc, est-ce que ça fait sens qu'un président élevé, en guillemets, au Togo, considère qu'il doit protéger les évés du Ghana, parce qu'ils sont des évés, alors qu'il n'est pas que le président des évés au Togo? Et ce monsieur-là, il n'est pas question pour le moment de le sanctionner. De l'autre côté, nous avons une crise complexe avec d'autres acteurs. Le Congo, on s'en plaint, on dit qu'ils ont une armée très faible, mais depuis plus de 20 ans, ce pays est sous embargo au niveau de beaucoup d'armes. Depuis l'époque de Mobutu, le pays est sous embargo, et là, beaucoup d'embargos n'ont pas été levés. De l'autre côté, on a un pays comme le Rwanda, auquel les pays comme la Turquie continuent pas à livrer des armes. Donc, il y a une coopération militaire avec l'Union européenne. L'Union européenne qui est toujours active, mais qui a été active pendant longtemps. Donc, quand on voit le schéma, avant que les facilitateurs ne puissent jouer leur rôle, il faut que le problème soit bien nommé. Kagame, on sait tous très bien, sait financer et veut continuer par se financer sur les minerais qu'il y a au nord Kivu et au sud Kivu. Beaucoup de rapports le disent. Et ces minerais sont vendus à qui? Nous le savons. Ils sont vendus à des gens qui fabriquent aujourd'hui les véhicules électriques, les smartphones et les portables et les ordinateurs portables que nous utilisons tous au quotidien.
Et s'il fallait vendre ces minerais à un prix juste, je pense que les prix de ces choses coûteraient beaucoup plus cher. Donc on veut mener des négociations, alors que ces personnes de l'ombre qui financent et qui alimentent la guerre ne sont même pas invitées à la table de négociation. Et de l'autre côté, on a toujours le Rwanda, pas le Rwanda, la RDC qui, à tort ou à raison, je ne sais pas trop comment le dire, continue de dire qu'il ne va jamais s'asseoir à la même table que le M23. On peut être un génie de la diplomatie, mais face à ce schéma-là, je ne vois pas comment ces présidents, qui ont sûrement des capacités de négociation avérées, Uhuru Kenyatta est un animal politique féroce, il s'est noué des alliances avec ses anciens adversaires pour pouvoir arriver au pouvoir. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup de compromis. Par rapport à Obasanjo, il fut président, il fut encore militaire avant de redevenir président. Je pense que c'est des gens qui connaissent la chose militaire et le fait ethnique, parce qu'ils ont quand même dirigé le Nigeria à une époque où les questions ethniques étaient très critiques. Et aussi l'Éthiopien, qui aussi a géré une crise avec les Amaras dans le sud du pays, qui a fait beaucoup de morts, mais il a géré à sa façon, le pays n'a pas quand même implosé. Ils s'y connaissent en négociation et en schéma tribal, ça, et en schéma ethnique, ça, il faut le dire. Mais comment ils vont faire pour maintenant rassembler ces protagonistes autour d'une même table, c'est ce que moi je me demande. Surtout qu'il y a même des rapports de l'Union africaine qui disent clairement qu'ils n'ont même pas assez de fonds pour supporter les actions de ces facilitateurs. Merci beaucoup. À vous, Samson. Alors, Credo Tété, je reviens à vous. Vous êtes optimiste à l'idée que ces trois anciens dirigeants puissent obtenir quelque chose. Comment peut-on espérer des résultats quand on sait que les deux communautés, Afrique de l'Est et Afrique australe, s'étaient réunies en début février, c'était le 8 février, et qu'ils n'ont pas pu obtenir même le cessez-le-feu qu'ils ont demandé. Ils n'ont pas pu l'obtenir. Ils ont demandé à leur chef d'état-major de se regrouper et de proposer un plan. Jusque-là, le plan n'est pas encore sorti. On apprend qu'ils sont toujours en concertation. Comment trois anciens dirigeants peuvent-ils obtenir plus de résultats que deux communautés réunies? Qu'est-ce qui pourrait être leur astuce? Et aujourd'hui, face à M23 qui contrôle pratiquement une partie du Congo et qui fait sa loi, on vient de le voir dans le premier sujet, qui demande d'ailleurs le départ des forces étrangères, qu'est-ce qui pourra faire changer d'avis au M23 à travers ces trois dirigeants selon vous? Non, d'entrée, je dirais que ce n'est pas parce que les premiers responsables de la SADC et puis de l'EAEC n'ont pas pu, au sommet du 8 février, accorder les violons que l'espoir n'est plus permis. Vous savez, c'est vrai, j'assume mon optimisme parce que je veux que la paix revienne dans cette zone. Oui, dans cette zone. Mais maîtrisant un peu les outils de la facilitation et avec, disons, l'allure du trio de facilitateurs africains, j'ai bon espoir qu'ils arrivent à quelque chose que les autres n'ont pas eu. Vous savez, avant d'accepter même cette mission, ou bien après l'avoir acceptée, il y a un point très important qu'on a dans tout, avant toute facilitation, ou bien médiatisation. Et ce point, on l'appelle la schématisation de la situation. Okay. Donc là, ils ont le devoir de cerner tous les contours, comme Samson en a décrit quelques-uns. Donc, ils vont essayer de schématiser la situation. Quelle est la situation aujourd'hui au niveau de l'Est de la RDC? Quelles sont les forces en présence? Donc, ils doivent essayer de le dire. Et vous savez, je voudrais prendre l'image de la représentation d'une pièce théâtrale. Ce que nous voyons sur la scène, donc, c'est qu'il y a des choses qui se passent derrière le rideau. Et quelles sont les forces? Donc, c'est juste pour dire, les forces en présence, nous avons des forces que nous pouvons nommer, mais ce qui est derrière le rideau, ces facilitateurs doivent avoir également une idée là-dessus. Il y a un autre aspect, rapidement, donc, il faut qu'ils mesurent également les outils dont ils disposent pour faire cette facilitation. Quelles sont les chances de concordance de point de vue ou bien de fédération de vision développée par les forces en conflit. Donc, ce sont des points qui sont importants. Maintenant, l'avant-dernier point qui est également important, c'est les opportunités de rapprochement.
les opportunités de rapprochement vont déboucher sur des approches de solutions à proposer par ce trio de facilitateurs aux forces en présence. On revient au premier point, les forces en présence qui sont aujourd'hui les forces en conflit sur le terrain. Et ce n'est pas, je voudrais terminer tout en nuançant quelques propos de Samson, ce n'est pas parce que le porte-parole du gouvernement congolais a une certaine posture que ça va déteindre sur le travail de ce trio. Merci Donc beaucoup. je crois que tous les outils, tout ce schéma doit être déployé. Je crois que le président nigérien a tous les outils nécessaires. Merci beaucoup, Credo Tété. Louis Kamako, vous n'êtes pas très optimiste, mais ne faut-il pas toujours garder espoir dans ce genre de situation quand certains dirigeants ont commencé le travail? Il faut dire quand même qu'avec le président angolais, la médiation a évolué jusqu'à un point, même si les rencontres voulues entre les présidents Tshisekedi et Kagame n'ont pas eu lieu. Ne faut-il pas aujourd'hui garder espoir que leurs aînés, 3 anciens dirigeants, pourront quand même faire mieux que ce que Joao Lourenço a fait? Garder espoir, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que vous l'avez tout à l'heure dit, je suis pessimiste, contrairement à l'optimisme béat de C'est pas un optimisme BR, c'est Credo, parce que je me demande est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Est-ce qu'on est déjà C'est-à-dire? Est-ce qu'il y a déjà l'étape de facilitation? Est-ce que aujourd'hui dans la crise il faut laisser les gens mourir encore? Non, il ne faut pas laisser les gens. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Est-ce que aujourd'hui on ne connaît pas les réelles intentions en fait du M23? Est-ce qu'on ne peut pas aller discuter avec lui comme cela se doit? Est-ce que même... c'est ce que fera cette médiation. Est-ce que Félix Tshisekedi même ne peut pas aller rencontrer le M23? Est-ce que Félix Tshisekedi ne peut pas aller rencontrer le M23? Vous connaissez la position officielle des dirigeants congolais. Que je disais tout à l'heure que le M23 n'est composé que d'anciens rebelles, des forces armées en fait de la République démocratique du Congo. Bon, c'était ça, mais après ils ont recruté des gens. Ils ont recruté, mais à la base les pionniers, ce sont justement sûr, les rebelles en fait. Ça veut dire que ce sont des Congolais et qui savent aujourd'hui ce qu'ils veulent en fait. Et donc en tant que président responsable, moi j'aurais souhaité d'abord qu'il aille discuter de vive voix avec le M23. Et parce qu'il y a une question de gouvernance aussi qui se pose en fait. Il y a tout cela aujourd'hui que le monde entier essaie d'occulter. Donc je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller de vite en fait. Trop vite en besogne. Trop vite en besogne. Est-ce qu'on n'est pas en train d'escamoter en fait les choses aujourd'hui? Est-ce que nous sommes vraiment à l'étape de facilitation? Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est peut-être d'arriver à faire Félix Tshisekedi ce qu'il ne veut pas. C'est-à-dire qu'aller peut-être rencontrer le M23. C'est ce qu'on lui demande de faire aujourd'hui. S'il ne le fait pas... Est-ce qu'on peut lui mettre la pression? Bien sûr qu'il faut, on doit lui mettre la pression. Est-ce qu'il faut mettre la pression aussi au M23? Je ne pense pas qu'on doit mettre la pression au M23. Ça ne fait pas finalement deux poids, deux mesures? Non, mais pas deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, c'est le M23 qui a la situation en main. Donc, le M23 se dit qu'il a le vent en poupe et donc il fait de la vie des Congolais ce qu'il veut aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez lui mettre la pression? Non, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui contrôle la situation. C'est lui d'ailleurs qui est en train d'imposer sa loi dans l'Est de la République. Donc, je pense qu'à un moment donné, on doit aller avec la méthode douce, avec le M23 et demander plutôt à Félix Tshisekedi de regarder la situation en face et d'agir conformément à ce que demande en fait. Merci beaucoup, Louis Kamako. Samson, quelque chose à ajouter rapidement? Oui, très rapidement. Moi, je dirais que lors de la deuxième guerre du Congo, de 98 en 2002, les rebelles finissent toujours soutenus par les soldats rwandais, sont arrivés au port de Kinshasa. Ouais. Ce n'est pas la négociation qui les a chassés, mais c'est parce qu'à l'époque, il y avait Sam Njoua en Namibie qui a envoyé des militaires, et avec Mugabe aussi qui a envoyé des militaires, qui les a fait reculer. Donc, soit on rétablit l'équilibre des forces sur le terrain, ce qui est actuellement compliqué, ou soit Tshisekedi ravale sa fierté et accepte de négocier avec ces gens-là, parce qu'il n'a pas le choix. Laquelle est possible, est plus plausible selon vous? Dans l'immédiat, il faudrait que Tshisekedi puisse ravaler sa fierté et accepte de négocier directement avec le M23, même si c'est que ce groupe-là est piloté derrière par le Rwanda. Parce que la configuration a changé, Sam Njoua est mort, Mugabe n'est plus là. Donc c'est ce sens de personnes qui n'ont plus la même propension à défendre l'unité du panafricanisme comme cela le faisait. Parce qu'à l'époque, Sam Njoua avait envoyé des militaires, l'Angola a envoyé des militaires, c'était une autre configuration. Ceux qui sont là actuellement sont dans une autre logique, ce qui serait un peu compliqué. Donc que Tshisekedi ravale sa fierté, c'est difficile, mais qu'il ravale sa fierté, qu'il négocie
et qu'il utilise le temps nécessaire là maintenant pour reconstruire son armée. C'est ce qu'il faut faire. Il faut une armée congolaise qui soit l'armée du Zaïre d'avant. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.